Nous avons quatre intervenants. Comme au panel précédent, deux seront online et deux sont avec nous dans la salle. Alors, je vais les présenter rapidement dans l'ordre dans lequel ils interviendront. Nous commencerons avec Madame Enrica Pico, qui est avocate internationale, ancienne membre de Médecins sans frontières, ancienne membre du panel des experts des Nations Unies sur la RCA et qui est actuellement directrice Afrique centrale à l'International Crisis Group et qui va nous parler depuis Milan, où elle est actuellement à l'université. Et qui est l'auteur d'une note dans l'Observatoire que je vous invite évidemment à consulter sur le website, qui est une note qui vient juste d'être publiée sur la MINUSCA et que vous trouverez sur le website de l'IFRI. Après, donc, Mme Pico ouvrira le bal. Ensuite, ça sera M. Marc-André Lagrange, qui est chercheur sur les conflits des Grands Lacs, qui a une longue expérience professionnelle humanitaire en Afrique centrale, qui est actuellement référent sécurité pour une organisation humanitaire et qui, lui, est l'auteur de plusieurs notes sur la République démocratique du Congo dans le cadre de l'Observatoire. Et là aussi, vous pouvez toutes les trouver online. Sera aussi à distance en vidéo Monsieur Thibaut Kurz, qui est analyste en géopolitique africaine, qui a travaillé pour un certain nombre de réseaux d'ONG et de diplomatie dans les Grands Lacs. Il a vécu au Botswana pendant plusieurs années, où il a travaillé pour aussi plusieurs missions diplomatiques là-bas. Et il est, depuis 2020, il travaille à l'ONG française Agir Ensemble pour les droits humains et il est le coordonnateur de la plateforme des ONG françaises des droits humains. Il est aussi, comme tous les autres, vous voyez que nous mettons les auteurs, nos auteurs à l'honneur aujourd'hui. Il est aussi l'auteur de 3 notes dans le cadre de l'Observatoire que vous trouverez sur notre website qui parlent à la fois de la politique au Lesotho et au Botswana, mais aussi plus particulièrement de la SADC, et c'est de la SADC et de ses médiations dont il nous parlera aujourd'hui. Et puis, nous conclurons avec Madame Cynthia Petri, qui est consultante, fondatrice et directrice de Beyond Peace, membre de l'Institut international de droit humanitaire de San Remo, qui est lié au CICR, si je me trompe, et qui est aussi une des auteurs des notes de l'Observatoire. Elle a notamment écrit 2 notes qui concernent le conflit anglophone, dont vous parlerez aujourd'hui, et que vous pouvez trouver sur le website, mais également sur la table qui se trouve là où on a pris le café. Alors, sans plus attendre, parce que je pense que Enrica est online depuis Milan, je vais te donner la parole, Enrica, pour 15 minutes pour que tu nous parles des tentatives de résolution du conflit en Centrafrique et plus particulièrement sous l'angle des Nations Unies. Voilà. Merci Thierry. J'espère que vous pouvez m'entendre bien. Et merci de m'inviter à cette discussion très intéressante sur quels sont les soucis, les recettes qui ne marchent pas, mais aussi sur les possibles solutions qu'on peut trouver. Donc, comme tu l'as dit, je vais me concentrer sur la Centrafrique, sur la MINUSCA plus en particulier. Je commencerai avec une brève histoire de la MINUSCA, jusqu'à quelques éléments pour situer tout le monde dans la salle sur les sujets et sur aussi les défis que la MINUSCA a dû affronter en Centrafrique depuis sa création. Après, je me concentrerai sur les 3 éléments principaux qui, je pense, ont déterminé un peu l'échec de certaines politiques de médiation de conflits et des stabilisation du pays de la MINUSCA. Et après, j'essaierai de donner quelques suggestions sur comment l'améliorer en considérant aussi les facteurs internes et externes en Centrafrique en ce moment. Donc, en ce qui concerne l'introduction, très brièvement, la MINUSCA a été créée en 2014, en avril 2014.
et à l'époque a hérité la plupart de ses contingents de la MISCA, la mission de maintien de la paix qui avait été mise en place par l'Union africaine au tout début de la dernière crise en Centrafrique en 2013, après les coups d'État, et qui a aussi ses racines dans une autre opération de stabilisation du pays, la MICOPAX, de la région de l'Afrique centrale. La MINUSCA a été mise en place, comme je disais, en avril 2014, mais seulement sur papier. Parce qu'en fait, ces effectifs, soit militaires, soit civils, pour mettre en place ces effectifs, soit d'un point de vue militaire, soit dans la mission civile, ça a pris plus d'une année en termes logistiques, en termes de recrutement du personnel. Donc, en fait, on commence à voir la MINUSCA active sur le terrain seulement à partir du 2015, quand la Centrafrique allait vers la fin d'une transition assez compliquée. Qui avait eu l'opportunité de finalement lancer un dialogue national, les dialogues connus comme les forums de Bangui, qui avait inclus pour la première fois énormément de participants de la société civile, des groupes armés, des partis politiques, etc., qui a été un peu les débuts et la fin du dialogue national en Centrafrique. Et qui... Enrica, je me permets juste de t'interrompre si tu peux aller un petit peu moins vite parce qu'en même temps, on traduit. Okay. Le traducteur a besoin que tu ailles un peu plus lentement. Merci. Désolée. Je disais les dialogues nationaux du 2015 qui étaient un peu les débuts et la fin du dialogue national en Centrafrique parce que la plupart des recommandations restent valables aujourd'hui, restent d'actualité aujourd'hui, mais la plupart des recommandations n'ont pas été mises en place ni avec les dialogues, on va dire, mascarade qui a eu lieu la semaine passée à Bangui ne seront pas mis en place. Donc, la MINUSCA arrive en Centrafrique dans une période où l'État centrafricain n'est même pas capable de garantir la sécurité dans la capitale Bangui, sans parler du reste du pays. La sécurisation du pays a été, à l'époque, entre 2015 et 2016, pour assurer les élections et terminer la transition, avait été assurée surtout par les forces françaises de la Sangaris, qui évidemment avaient accompagné les forces de la MINUSCA sur place, mais qui, dans la plupart des cas, avaient pris les relais et avaient lancé des opérations musclées pour stabiliser certaines zones du pays encore sous le contrôle des groupes armés. En même temps, aussi, la situation dans les pays, même si les élections en 2015-2016 avaient été relativement tranquilles, sans incident majeur, la situation dans les pays, après l'élection dans les premiers mandats du président Touadéra, a commencé à se dégrader de nouveau. Et c'est surtout entre 2017 et 2018 qu'on a vu les plus grands échecs de la MINUSCA, autant sur le plan des protections des civils, qui restent la priorité principale du mandat de la mission onusienne, comme dans ces tâches de médiation et de bon office pour les solutions politiques de la crise. Ça s'est traduit dans une mauvaise perception de la mission par la population centrafricaine, qui est, comme Thierry disait, on a essayé d'expliquer dans la note qu'on a écrite pour l'IFRI, et s'est traduit aussi dans un accord de paix signé en début 2019 à Khartoum et ratifié à Bangui, entre les gouvernements centrafricains et 14, donc parmi eux les plus importants groupes armés centrafricains, qui n'a marqué aucun progrès sur le terrain en termes de stabilisation du pays, en termes de rétablissement de la paix, car encore une fois, il s'agissait d'un accord rédigé à Bangui par les gouvernements centrafricains et discuté rapidement avant la signature sans sans une vraie volonté politique de changer les choses, ni une médiation forte qui amenait les acteurs, qui poussait les acteurs à s'impliquer et à s'engager dans cette corde. Dans tous ces contextes,
Et juste pour terminer, après ça, la confirmation de ça, c'est qu'une année après, une année et demie après, la rébellion a commencé de nouveau avec le retour du président Bozizé dans le pays et une crise électorale qui a amené encore une fois les pays dans le chaos. Dans toute cette évolution, cette brève histoire de la MINUSCA, il faut aussi considérer que le contexte en Centrafrique est changé radicalement à partir de 2018, quand aux alliés occidentaux traditionnels du pays, notamment les Nations Unies, mais aussi l'Union européenne et la France, ce sont les acteurs traditionnels, comme je disais, ont été pour la première fois défiés par la présence d'un nouveau acteur dans les contextes centrafricains, la Russie, qui a commencé à pénétrer l'État centrafricain au plus haut niveau avec un conseiller à la présidence à partir de 2018, un conseiller de sécurité à la présidence, et avec des instructeurs qui accompagnaient l'armée nationale, qui à l'époque, pour la première fois, a été redéployée sur les terrains, et qui en même temps, il commençait à avoir une présence constante dans tous les pays. Donc, soit dans un point de vue pratiquement politique, soit dans un point de vue sécuritaire, la présence russe est augmentée à partir de 2018 avec évidemment une climax dans la dernière année quand les groupes de la société privée Wagner a envoyé entre 300 et 400, selon les chiffres officiels, mercenaires pour arrêter la progression des forces rebelles à Bangui en décembre 2020 et qui a été renforcée au fur et à mesure pour arriver aujourd'hui à entre 2000 et 2500 éléments sur les terrains. Cela, en principe, ne devrait pas empêcher la MINUSCA de continuer son travail de protection des civils parce que la force, le contingent de la MINUSCA, à partir de 2014, a été plus que doublé. Et on est aujourd'hui à 17 400 personnels armés entre casques bleus et forces de police. Mais malgré ça, on est aujourd'hui dans une situation où la MINUSCA n'est plus capable de mettre en œuvre son mandat de protection des civils, ni a plus un poids politique au niveau des Bangui de la capitale. Au contraire, a été souvent victime d'attaques directes du gouvernement centrafricain. Les dernières, seulement il y a quelques semaines, l'arrestation de 4 garde du corps du chef chief of staff de la MINUSCA, donc le responsable du personnel de la force de la MINUSCA, un général français dont le personnel de protection a été arrêté à l'aéroport de Bangui et relâché seulement quelques jours après des pressions internationales très fortes et un message du secrétaire général des Nations Unies. Mais ça, c'est seulement le dernier incident après nombreuses agressions, interdictions d'accès à certaines zones et des tirs faits par la garde présidentielle en novembre dernier contre un autobus qui transportait des soldats égyptiens de la MINUSCA. Donc, on est aujourd'hui, on peut dire, dans une des situations plus délicates de l'histoire de la MINUSCA en termes de relations avec les gouvernements. Donc, pour passer au deuxième point, quelles sont les raisons qui nous ont amenés ici? Quelles sont les raisons principales de cet échec au niveau des protections des civils, d'attente de la mission, mais aussi des échecs politiques? Le premier point que je voudrais soulever aujourd'hui, concerne la stabilité du pouvoir. Ça, c'était les choix faits par la mission, faits par les dirigeants de la MINUSCA depuis le début, depuis la fin de la transition, je dirais en 2016, quand ils avaient une opportunité pour la première fois pour renforcer les institutions du pays, notamment l'Assemblée nationale ou l'autorité pour la gouvernance ou d'autres autorités et institutions indépendantes. Ils avaient une opportunité aussi pour former et renforcer l'opposition centrafricaine qui n'a jamais été fort et qui a toujours été très proche du pouvoir ou a toujours créé des alliances avec les pouvoirs. Mais au lieu de faire ça, ils se sont concentrés sur le renforcement du chef de l'État.
qui évidemment dans leurs yeux devait garantir plus de stabilité dans les pays, mais qui finalement ne s'est pas avéré différent de ses prédécesseurs en termes de gouvernance et de bonne gestion de l'État. Toutes les ressources sont allées sur la présidence et sur le renforcement du pouvoir du président. Et de ça, on a eu l'exemple le plus évident avec les dernières élections, quand certains senior managers de la MINUSCA ont poussé jusqu'au bout pour célébrer les élections selon le calendrier, malgré les conditions sécuritaires et les conditions aussi pour garantir une certaine transparence et impartialité du corps électoral n'étaient absolument pas en place. Le but était terminer le plus rapidement possible les procédures électorales pour continuer à travailler avec les chefs de l'État. Donc, ça a été une des causes principales, à mon avis, de l'échec de la MINUSCA dans les pays, et a causé aussi les sentiments populaires contre la MINUSCA, qui a été aperçu justement comme une protection ultérieure du gouvernement. De l'autre côté, la MINUSCA, dans les dernières années, au niveau politique, au niveau des négociations avec les groupes armés, est resté plusieurs fois coincé dans la dichotomie entre paix et justice, ce qui est quelque chose assez commun dans les discours internationaux, mais qui, dans le cas de la MINUSCA, est devenu encore plus paradoxal. La MINUSCA, en même temps, la MINUSCA a transporté avec ses avions les principaux chefs rebelles qui devaient négocier avec les gouvernements à Bangui ou à Khartoum au terme de la négociation, et déclaré dans des communiqués de presse que les Ali Daras, les Nouradine Adam ou les Al-Khatim devaient être en prison et jugés par la justice internationale. Cette prise de position a évidemment fait les jeux soit du gouvernement, soit des groupes, cette manque de prise de position a évidemment fait les jeux soit du gouvernement, soit des groupes armés qui ont pu continuer avec leur accord de partition du pouvoir et des ressources qui ont lieu jusqu'aux élections du 2020 et qui ont été aussi renforcées par l'accord de paix signé en 2019. Et le dernier point que je voudrais soulever en termes de gestion de la mission, plutôt que des choix politiques, c'est la forte centralisation de la MINUSCA, qui encore une fois n'est pas quelque chose de nouveau dans les missions de maintien de la paix, mais qui est encore plus évident dans un pays comme la Centrafrique, où tout est déjà concentré dans la capitale Bangui. Et l'aide au développement du pays a toujours été défiée par les difficultés de sortir de la capitale et d'atteindre les régions les plus éloignées. Un exemple anecdotique de cette centralisation de la MINUSCA est la prise de Bangassou par les forces d'autodéfense en 2017, où les staffs de la MINUSCA, civils et militaires de Bangassou, étaient assiégés par les groupes d'autodéfense, mais au lieu de réagir au niveau local, de prendre des mesures, de prendre des contacts, étaient en vidéoconférence avec Bangui pour attendre des instructions sur quoi faire et sur comment protéger leur base. Ça peut être un exemple anecdotique, mais ça montre comment les décisions de la mission ne sont pas prises au niveau du terrain, où les chefs de bureau et les personnels civils et militaires, même si parfois ne parlent pas parfaitement la langue ou n'ont pas passé assez de temps, ont quand même une connaissance assez profonde des enjeux, mais sont prises à Bangui, où surtout les senior management de la mission ne sort pas de la capitale, ne fait pas des visites. Il y a eu des visites terrain il y a quelques années, mais ça fait des années maintenant, au moins 2 ans, où les chefs, les responsables plus hauts de la MINUSCA ne sortent presque pas de la capitale. Et ça leur empêche aussi évidemment, ça a un effet sur les décisions qu'ils prennent. Comment surmonter un peu tous ces défis rapidement, si j'ai encore 2 minutes? 2 minutes, oui. Super. Très rapidement, la MINUSCA en ce moment de l'histoire de la Centrafrique n'a absolument rien à perdre.
Surtout parce que la sécurité du pays maintenant n'est plus confiée aux casques bleus, mais confiée presque seulement aux forces russes présentes sur les terrains. Dans cette situation, la MINUSCA peut sortir gagnant dans une certaine façon parce que elle peut aussi se mettre dans une position de mettre des conditions au pouvoir et de refuser certains appuis qui, dans d'autres conditions, a toujours donné. Je me réfère surtout aux élections locales qui, sans la MINUSCA, ne seraient pas organisées l'année prochaine dans les pays et dont personne voit vraiment les avantages dans un contexte où l'insécurité ne permettra pas à l'opposition de faire une campagne transparente et une campagne dans tous les pays, une campagne électorale dans tous les pays, où de toute façon, il n'y aura presque pas de budget pour les nouvelles autorités locales élues et que la majorité des observateurs considèrent seulement une façon pour le président et son parti d'élargir leur pouvoir et de les consolider aussi dans l'arrière-pays. Tout ça peut être aussi consolidé par un certain réalisme politique de la mission. La MINUSCA devrait arrêter de défendre un accord de paix qui n'existe plus, n'existe seulement sur papier, parce qu'il n'y a aucune volonté du chef de l'État en ce moment de négocier avec les groupes armés et presque plus de groupes armés sur le territoire centrafricain avec lesquels négocier. Dans ce sens, laisser derrière l'accord de paix et essayer de rétablir les priorités de la mission par rapport à la nouvelle situation du pays, dans laquelle l'État est arrivé, même avec, pas toujours avec les bons moyens, mais arrivé à avoir une présence dans tous les territoires nationaux. Pourrait être une façon pour rétablir aussi sa crédibilité. Les problèmes restent l'insécurité croissante dans les périphéries et la MINUSCA a les moyens, comparé avec les forces russes et les forces centrafricaines, de stabiliser un peu plus certaines zones. Et juste pour terminer, et en relation à la gestion de la mission, une décentralisation est fondamentale si la MINUSCA veut continuer à avoir un minimum d'impact sur les terrains et veut être aussi les référents pour les initiatives de restauration de l'autorité de l'État. Et je termine avec ça. Il y a quelques années, déjà en 2017, j'ai participé à une vidéotéléconférence avec tous les préfets et la majorité des sous-préfets de la Centrafrique. Et j'étais presque émue à voir les réactions du préfet de Birao, dans le nord-est du pays, quand il a vu et il a parlé pour la première fois en direct avec les préfets de Berberati dans le sud-ouest du pays. C'est un pays, et tout ça était possible seulement grâce au bureau de la MINUSCA et à leur connexion dans tous les pays. La Centrafrique est un pays extrêmement peu connecté, où les difficultés de mouvement et de communication sont extrêmement grandes, et la MINUSCA pourrait jouer un rôle très important sur ça, si seulement donner un peu plus d'espace aux initiatives du terrain. Merci. Merci beaucoup, Enrica. Et donc, sans plus tarder, pour ne pas perdre un temps précieux, je vais passer la parole à Marc-André Ladrange, qui va nous parler aussi du maintien de la paix onusien, mais cette fois-ci en République démocratique du Congo. Merci Thierry. Alors, le maintien de la paix en République démocratique du Congo. On pourrait, à l'heure actuelle, en 2022, on pourrait se poser la question, une mission de maintien de la paix en RDC, pourquoi faire ? Parce qu'à l'heure actuelle, les Nations Unies se sont placées dans une situation où ils sont un acteur passif de la politique et de la conflictualité dans ce pays. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Lorsque le conflit a éclaté, à partir de 1997, l'action des Nations Unies, qui a commencé en 1999, ne fait que grandir et a atteint son paroxysme en 2006 avec l'organisation d'élections. Et depuis ce moment-là, l'action des Nations Unies décline lentement, mais elle décline, avec d'abord en 2011 la perte de crédibilité sur l'organisation des deuxièmes élections démocratiques présidentielles en RDC, ou qui ont été
où les Nations Unies n'étaient pas directement impliquées, mais ont laissé faire une fraude très importante. Puis, il y a eu diverses rébellions, dont la rébellion du M23 qui a permis aux Nations Unies de redorer un petit peu leur blason en créant une force d'intervention, la FIB. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé le glissement, où les élections n'ont pas été organisées pendant 2 ans et les Nations Unies n'ont pas réussi à convaincre le président qu'il fallait organiser des élections. Et finalement, on a eu en décembre 2018 et depuis 2019 la nomination d'un président par le président sortant. Donc, M. Félix Tshisekedi, qui est actuellement le président de la RDC, a été nommé par Joseph Kabila, le président sortant. Les élections ont eu lieu, mais n'ont été résumées qu'à les Nations Unies ont déplacé énormément de papiers à travers tout le pays, mais n'ont pas du tout réussi à remplir leur mandat de la démocratie. Alors, ce mandat de la démocratisation, il a été abandonné très très tôt, en fait, par les Nations Unies dans la région, puisqu'on voit bien que les pays autour, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ne sont pas des pays très démocratiques. Et pourtant, la première action qui avait été menée par les Nations Unies avait été de créer la CIRGL, une organisation régionale pour justement promouvoir la démocratie, résoudre les conflits et promouvoir une coopération économique. Cette entité a été quasi immédiatement fagotée et s'est retrouvée incapable de régler les conflits, et avec la crise du M23 en 2012. Et à la suite de quoi, les Nations Unies ont proposé la même solution, mais au travers d'un envoyé spécial et de l'accord cadre pour la paix et la sécurité, l'accord d'Addis Abeba, le PSCF, qui vise à promouvoir la démocratie, la coopération économique et le règlement des conflits entre les mêmes pays, en élargissant un petit peu plus les membres périphériques de ces accords. Donc on voit, et ça n'a pas donné plus de solutions que cela. Il y a eu une bonne action, c'est-à-dire l'action contre le M23 qui a été menée par des casques bleus, la FIB. Mais au niveau politique, il n'y a pas eu de promotion de la démocratie et on a terminé avec des élections qui n'en étaient pas en RDC et des élections qui n'en étaient pas vraiment en Ouganda et au Rwanda. Donc, on est quand même un petit peu dans une mission qui est à bout de souffle et la réafricanisation de la mission n'a pas permis de retrouver un nouvel élan en RDC. Ça a plus permis de mettre de plus en plus à l'écart la machine de la MONUSCO que de nouer des liens entre la machine onusienne et le gouvernement congolais. Pourtant, si on regarde bien l'intitulé de la question, qui est « Est-ce qu'il y avait une architecture spécifique ?» Quand on regarde la FIB, c'est la mise en œuvre de l'architecture africaine de sécurité avec l'intervention d'une brigade issue de l'Afrique australe. Et donc, quelque part, c'est un succès peut-être limité, mais c'est un succès de cette architecture des brigades d'intervention ou de brigades en attente pour une architecture de la sécurité continentale. Simplement, à la même époque, juste après, ils ont essayé de répéter cela avec des exercices en Afrique de l'Est et ça n'a pas bien fonctionné. Et ensuite, petit à petit, la FIB, alors par je dirais, du fait de la lourdeur onusienne et aussi pour des raisons politiques, a fini par arrêter complètement son activité. C'est-à-dire que tant qu'il y avait un objectif politique qui était la neutralisation du groupe M23, cette brigade, qui était l'équivalent d'une brigade en attente de l'Afrique australe, a fonctionné. Une fois qu'on est passé à d'autres acteurs,
il n'y avait plus de volonté politique, il y avait une machine onusienne qui était très compliquée, et donc on est revenu au même schéma et au schéma actuel où on a des troupes qui sont déployées, des casques bleus qui sont déployés et qui n'interviennent pas, alors qu'il y a des groupes armés qui interviennent dans tout l'est de la RDC. Et donc, voilà, on a d'un certain côté une mission onusienne qui est enlisée. Et ensuite, il y a un autre point de rupture qui arrive en 2020 avec la nomination d'un envoyé spécial pour les Grands Lacs chinois. Et là, on voit bien qu'il y a une rupture entre les Nations Unies et plusieurs pays occidentaux et les États-Unis sur l'intérêt de participer d'avoir une politique onusienne ou une mission onusienne active. Et les États-Unis vont s'impliquer très fortement dans le règlement des conflits à travers la personne du président Tshisekedi, mais de manière unilatérale et hors du système des Nations Unies. Et on va avoir des opérations spéciales de la part du Rwanda, qui seront des opérations dites secrètes et qui n'auront pas été présentées au Parlement congolais, qui ne seront pas faites selon les règles de droit, voilà, mais qui vont arriver quand même à l'objectif qui était attendu depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire la neutralisation du leader des FDLR, Sylvestre Mudakumura, qui est quand même un génocidaire et qui était l'objectif du déploiement au départ des casques bleus. Et donc ensuite, on aura un accord entre la RDC et l'Ouganda pour mener des opérations pour lutter contre les ADF, un groupe islamiste très particulier qui est présent dans l'est de la RDC. Donc on voit bien que ces opérations ont des hauts et des bas, mais elles ont un certain succès, et ces succès militaires se font hors du cadre onusien. Et donc, ça interroge vraiment sur, en fait, l'intérêt, quelque part, d'avoir une mission des Nations Unies à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, surtout que ça ne permet pas, comme c'est en train de se passer depuis une semaine à peu près, là maintenant, la reprise de combat par un groupe armé soutenu par les voisins, ou le M23, pour ne pas les citer, est soutenu a priori par le Rwanda, puisqu'ils viennent du Rwanda, et où c'est hier ou avant-hier, les Nations Unies ont perdu un hélicoptère qui a été abattu. Alors, on ne sait pas encore si c'est les FARDC ou si c'est le M23 qui a abattu cet hélicoptère, mais contrairement à 2012, la MONUSCO n'est plus du tout en capacité de s'interposer et de mettre fin à ce groupe armé. Et donc, on peut vraiment se poser la question de savoir à quoi servent les Nations Unies dans ce cadre. Et surtout, on peut se poser la question de savoir si l'architecture de sécurité qui a été élaborée avec l'appui des Nations Unies à travers l'Union africaine pendant plus de 30 ans, a une quelconque réalité, puisque, en fait, à l'heure actuelle, les conflits en Afrique centrale se règlent en dehors de ces cadres. Ils sont réglés à travers des mécanismes bilatéraux entre les pays. Ils sont facilités par des pays tiers qui sont hors du continent. Dans le cas présent, c'est les États-Unis, et qui facilite des rencontres, qui a facilité les rencontres et la coopération entre la RDC et l'Ouganda, la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda. Et donc, on peut vraiment se poser la question de savoir si les architectures pour la sécurité de l'Afrique, au moins en Afrique centrale, s'entend, je ne parle pas d'ailleurs, ont une quelconque utilité. Par contre, le fait qu'il y ait des conflits dans cette zone en Afrique centrale et dans les Grands Lacs, et que ça soit le chaos,
est loin d'être le reflet du chaos du monde. Ce chaos dans l'Est de la RDC, c'est quelque chose qui est entretenu, maintenu, pérennisé par tous les pays de la région, y compris la RDC, par leurs élites, parce que ce sont des conflits qui permettent aux élites de pérenniser des réseaux commerciaux, des réseaux de trafic, qui s'appuient sur des groupes armés qui sont entretenus, qui ont émergé suite à la Deuxième Guerre du Congo à partir de 1997, mais qui sont des réseaux qui ont remplacé les réseaux qui étaient en place du temps de Mobutu et de la kleptocratie qui avait été mise en place par Mobutu. Voilà. Et donc, voilà, c'est là. je vois qu'il faut que je m'arrête. Mais donc, voilà, c'est le paradoxe qu'on a, c'est-à-dire qu'on a des Nations Unies qui ont perdu leur utilité et en même temps un chaos qui est un chaos, je dirais, stabilisant pour la région. Merci beaucoup, Marc-André, pour cette intervention qui est timely parce que, comme actuellement, il y a, tu me disais, depuis une semaine, une nouvelle offensive du M23 au nord Kivu et que maintenant, comme tu l'expliquais, on a une MONUSCO qui est en état de mort cérébrale, pour reprendre une expression bien connue dans cette ville. Ça pose une vraie question, en effet, sur qu'est-ce qui va se passer face au M23 dans les semaines qui viennent. Donc, on aura la réponse, je pense, assez rapidement en lisant les actualités. Je vais passer maintenant tout de suite à Thibaut Kurz, qui est online et qui va nous parler des tentatives de règlement de conflit et de médiation effectuées par la SADC. À toi, Thibaut. Bonjour, merci à toutes et à tous. Merci particulièrement à l'IFRI d'avoir organisé cet événement et puis à toute l'équipe, Elisa et les autres derrière, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, nous, en visio, mais qui ont permis cette rencontre. Alors, c'est un peu plus facile pour moi d'intervenir à présent parce que, voilà, vous avez par exemple Marc-André ou même Bilal avant qui ont déjà évoqué des points que je vais pouvoir rappeler. Et lorsqu'on parle du M23, on verra dans quelle mesure, justement, ça offre une capacité de négociation éventuelle au Rwanda avec son intervention au Mozambique dans la zone SADC. Donc, je vais faire d'abord un petit rappel en essayant de parler pas trop vite aussi, puisque j'ai comme un récal en essayant de faire le maximum de points dans le quart d'heure qui m'est offert là avec vous, de pouvoir donner le maximum d'informations. Donc, pour cela, je vais faire, comme Thierry, vous rappeler que vous pouvez aller voir les notes en ligne sur le site de l'IFRI, notamment sur la SADC. Je vais quand même revenir avec vous sur quelques petits points qui sont, selon moi, essentiels pour que vous compreniez de quoi on parle. Donc, c'est une organisation, la SADC, qui est l'héritière d'une organisation qui a été construite sur un mandat politique avec une dimension économique, de faire opposition à l'Afrique du Sud de l'apartheid à l'initiative de deux personnalités historiques de la zone, le Tanzanien Jakaya Kikwete et le Botswanais Seretse Khama, les deux présidents historiques de ces pays. La SADC elle-même a été fondée en 1992, après l'indépendance de la Namibie et au moment de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, qui allait en 1994 avoir ses premières élections multiraciales et rejoindre l'organisation. Il y a eu une succession d'élargissements qui sont aussi liés à des questions de crise. La RDC, le Congo, a rejoint la SADC après une intervention de l'Angola, de la Namibie et du Zimbabwe militairement du côté du clan Kabila. A rejoint l'organisation à l'époque en 1998. Et successivement, la SADC est arrivée à 16 membres depuis l'adhésion des Comores en 2017. Donc on voit que dans la zone australe et de l'océan Indien, finalement, il manque Rwanda, Burundi. Vous voyez le petit morceau, l'appendice entre la RDC et la Tanzanie sur cette carte. Mais il manque également la France, qui est l'autre État de la zone qui n'est pas membre de l'organisation. On reviendra dessus plus tard. C'est une sorte de club de chefs d'État. Alors, c'est quelque chose qu'on dit habituellement pour plusieurs organisations régionales en Afrique et dans le monde, parce qu'elle est intergouvernementale. Et on verra tout à l'heure la place prépondérante des chefs d'État dans les critères d'intervention de l'organisation, la manière dont les interventions sont également menées. Et montrer aussi leur capacité de l'influence qu'ils ont pour
pour décider du sort de la sortie d'intervention. C'est une zone qui aime à rappeler qu'elle est la plus stable du continent, même si ces dernières années, elle se présente comme l'une des plus stables du continent. Il y a plusieurs partis historiques qui étaient pro-indépendance ou alors qui ont été des mouvements de guérilla anticoloniale dans 7 pays qui sont toujours au pouvoir, mais dans une configuration de perte de vitesse électorale. Donc vous les avez en orange sur cette carte, donc la Tanzanie, en Angola, en Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique et Afrique du Sud. Et vous avez régulièrement des alternances par les urnes dans 8 pays, même si voilà, Marc-André rappelait à juste titre la particularité du Congo, mais sinon vous le retrouvez dans 8 pays désormais avec les Seychelles, Comores, Maurice, Madagascar, la Zambie et le Malawi. Et enfin, un autre point important que je voulais signaler en introduction, c'était le fait que sur les 16 membres de la zone, du groupement régional, vous en avez 15 qui ont connu un changement de chef d'État ou de gouvernement depuis 2015, à l'exception faite du Swaziland, qui est devenu, lui, qui a changé de nom de pays, qui est devenu l'Eswatini, pour aussi souligner le fait que le caractère africain de ce pays, dans une volonté du roi Mswati III de rejeter également les élections et les partis politiques qui seraient importés par l'Occident. Donc, ensuite, au fondement des interventions, il y a la partie doctrine et la partie textes légaux. Donc, dès le traité fondateur de la SADC en 92, vous avez à l'article 4, il est précisé dans ces principes que l'égalité souveraine de tous les membres est un principe fondamental. Vous avez également la paix et la sécurité, la recherche du règlement pacifique des conflits. Vous avez ensuite un protocole en 2001 qui a ajouté une dimension plus technique sur la coopération politique, défense et de sécurité, et également la création d'institutions, et en insistant à nouveau sur la volonté de chercher avant tout à résoudre les conflits de manière pacifique. Et ça va compter tout à l'heure quand on va évoquer la question du déploiement de troupes et de soldats. Il y a une doctrine politique aussi qui s'est développée. C'est pas Thabo Mbeki qui l'a inventé, mais qui l'a capté par ses mots sur les solutions africaines aux problèmes africains, qui peut être dans la zone remplacée par des solutions de la SADC pour les problèmes de la SADC. C'est important, c'est fondamental, puisque très souvent, la SADC cherche avant tout à s'occuper des problèmes dans les pays membres, quitte à faire perdre 1 ou 2 ans dans l'efficacité des médiations pour pouvoir s'imposer. Voilà, il y a un extrait du livre blanc sud-africain de 2011 qui, malgré le fait que Thabo Mbeki n'est plus président désormais, mais vous voyez là une sorte de continuité, parce qu'à l'époque c'était déjà Jacob Zuma en 2011. Il y a une continuité qui aujourd'hui est aussi symbolisée par Cyril Ramaphosa. Ensuite, au niveau des outils, donc la SADC a développé plusieurs outils, par une forme de pragmatisme aussi, de réponse aux problèmes qu'elle rencontre dans sa zone. Le numéro 1, c'est la réunion au sommet. Voilà, c'est un peu devenu caricatural, mais c'est-à-dire que la SADC se réunit tous les ans de manière régulière et a rajouté des sommets extraordinaires qui sont en moyenne 3, 4, 5 fois par an pour discuter en moyenne de 2 à 3 crises dans sa zone. Donc ça a été à une certaine époque Zimbabwe et Madagascar, Lesotho, puis la RDC, et puis vous avez eu récemment Mozambique et l'Eswatini, l'ex-Swaziland. Ils ont inventé un format en double troïka avec un sommet global et un sommet qui s'occupe de l'organe de politique, de défense et de sécurité. La nomination de facilitateur, c'est le terme qu'ils privilégient dans la zone plutôt que médiateur, souvent un président en fonction, la plupart du temps le président sud-africain, ou alors la présidence occupée par l'une des 2 troïkas. Ensuite, vous avez aussi des anciens présidents, notamment Joachim Chissano, mais ce n'est pas le seul, l'ancien président du Mozambique et leurs équipes qui sont souvent nommés. Puis, face au problème, en fait, au besoin d'avoir des outils plus permanents, plusieurs institutions ont été créées sur proposition des Nations Unies et avec le soutien financier et technique de l'Union européenne et des Allemands. C'est une unité de médiation qui est basée au secrétariat à Gaborone de la SADC, un groupe de référence de médiation avec des experts techniques, également un panel des anciens, qui vient notamment là, la photo que vous avez sur ce slide, c'est le panel qui vient tout juste d'être nommé, là, début mars, avec notamment l'ancien président tanzanien, Jakaya Kikwete. Vous avez également un mécanisme d'alerte rapide qui n'est
pas très efficace, où la discussion, les messages ne sont pas hyper fluides entre les États membres et le secrétariat. Et vous avez également, pour répondre sur les volets électoraux, puisque la SADC avait l'habitude de proposer comme solution quasi exclusive à toutes ces interventions une solution électorale, un conseil électoral consultatif qui a été créé et qui intervient très régulièrement dans les pays où les élections sont organisées, en amont, pendant et puis après. Plus récemment, donc, vous avez eu la brigade en attente, qui sur le papier est censée être effective depuis 2007, mais en réalité, et c'est un point avec ce que Marc-André a évoqué, elle n'a jamais vraiment été déployée. Mais elle a fourni quand même la base d'un début de coopération militaire entre les différents États de la région, ce qui fait que, par exemple, pour la RDC, ce n'était ni vraiment la brigade en attente, mais ce n'était plus complètement la MONUSCO non plus. D'où cette espèce d'organisation intermédiaire, la FIB, qui a été créée, qui est sous mandat de l'ONU, qui agit sous mandat de l'ONU, mais qui était fournie composée de trois contingents de la zone, le Malawi, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Et enfin, un nouvel outil qui se développe sur la dernière décennie, qui est vraiment l'appui aux réformes nationales. Donc on constate de plus en plus un appui, tout en essayant de trouver l'équilibre avec le respect des souverainetés nationales, un appui sur des expertises légales, des commissions d'enquête également, et le retour des dialogues nationaux pour pouvoir mener des réformes constitutionnelles et également de sécurité, comme par exemple au Lesotho, où on a vu au Eswatini récemment un dialogue national proposé et soutenu par la SADC. Ensuite, on va regarder donc la double troïka de la SADC pour vous illustrer ce que j'évoquais, c'est l'importance du choix des présidents et leur rôle. C'est depuis un an, là, depuis le août 2021 jusqu'à l'été 2022, vous avez une présidence globale c'est le président du Malawi. Symboliquement, c'est important puisque c'est quelqu'un qui a gagné une élection d'alternance en 2020 après une triche électorale prouvée et qui a été démontré par la Cour constitutionnelle du Malawi. Et lors du nouveau vote, il a été élu. Mais vous avez surtout le président sud-africain qui aujourd'hui dirige l'organe de coopération politique de défense et de sécurité. Et je vous ai mis ici petite étoile jaune. Alors, c'est pas l'étoile du shérif ou un bon point, mais c'était pour vous montrer que les deux présidents actuels les plus actifs lorsqu'il s'agit de médiation régionale et d'intervention régionale depuis 2 ans sont le président Ramaphosa et le président du Botswana. Le président Ramaphosa, à la fois, c'est dans la continuité de l'ambition de l'Afrique du Sud d'être le leader dans la zone, et le président du Botswana pour plusieurs raisons, notamment affirmer son pays, gagner en notoriété et également pouvoir satisfaire une question de légitimité en interne concernant son armée qui n'avait pas été déployée depuis la fin des années 90 à l'international et qui aujourd'hui se déploie dans plusieurs cas. Et je vous ai mis aussi, il y a 2 petits éclairs qui apparaissent sous Ramaphosa, sous l'Afrique du Sud et le Botswana, parce que ce sont 2 pays qui actuellement traversent des crises politiques, mais pour lesquels la SADC n'a pas l'intention d'intervenir, et on reviendra un peu dessus sur cet aspect plus tard. Les 2 années qui viennent de s'écouler ont aussi été marquées par ce que je suis en train de faire, des interventions en ligne. Donc, vous avez en dessous un cas typique d'intervention et de sommet pendant la période covidienne. Et vous avez, malgré tout, dans la zone, eu plusieurs échanges et des interventions de médiation physique qui ont quand même eu lieu. Donc, si on fait un point sur ce qui s'est passé dans la zone, sans être absolument exhaustif, mais vous avez eu plusieurs types de médiation, donc les médiations et ou interventions de troupes en République démocratique du Congo depuis 2012, symbolisées par les petits soldats et avec le pictogramme de médiation. La SADC faisait partie de l'accord cadre qui a été évoqué avant par Marc-André. Vous avez également la SADC a joué un rôle sur la relation sur les élections, mais comme il a été justement évoqué précédemment, la volonté de l'intervention de la SADC en 2012 et 2013, c'était principalement concernant le M23. Et aujourd'hui, les forces du Malawi, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud sont dispatchées dans différents endroits, et il n'y a pas de volonté politique avec une identification claire d'une cible. Au Lesotho, il y a eu plusieurs interventions. Le Lesotho, c'est ce pays qui est complètement enclavé au sein de l'Afrique du Sud, où là, il y a eu des interventions régionales, aussi par la volonté de l'Afrique du Sud
post-apartheid de montrer qu'elle n'était pas Big Brother de la période précédente et qu'elle intervenait maintenant de manière multilatérale. Donc, il y a des crises politico-sécuritaires régulières au Lesotho, avec des interventions militaires et de médiation au Lesotho de manière régulière en 98-99 et depuis déploiement de troupes en 2014-2015 ou 2017-2018 et une médiation continue depuis 2014 dans ce pays. Vous avez eu le Mozambique désormais depuis juillet 2021. Alors là, pour illustrer justement les limites des capacités d'intervention et notamment la question de la souveraineté dans la zone, c'est que la situation au Cabo Delgado, dans le nord, comme présenté par Juliane tout à l'heure, est mauvaise depuis de nombreuses années. Vous avez eu, en fin de l'année 2020, une intervention en Tanzanie, dans le sud aussi de la Tanzanie, mais qui ne s'est pas faite en bonne coopération avec les autorités mozambicaines, qui ont aussi provoqué une aggravation de la situation côté mozambicain. Mais le Mozambique était à l'époque à la tête de l'organe de la SADC, à la tête de la SADC, et essaie de freiner le déploiement, l'intérêt, le fait que les voisins puissent mettre leur nez dans ce qui se passait. Et c'est l'Afrique du Sud qui, face à la prise de Palma, en mars l'année dernière, a poussé pour que la SADC puisse intervenir. Et on a eu cette situation un peu étrange et paradoxale où le Mozambique, qui a plusieurs fois dit non à plusieurs sommets sur ce déploiement, ou après ralenti, a fini par dire oui aux Rwandais, avant de dire oui à la SADC. Il y a aussi la question à se poser sur le rôle du président français, le président Macron, l'an passé, puisque le président Nyusi du Mozambique s'est rendu à Paris au sommet sur les économies, le soutien aux économies africaines au mois de mai. Et on a vu un changement d'opinion du président Nyusi à ce moment-là. Et on n'est pas sans rappeler l'importance pour Total et d'autres, notamment du groupe Total dans le nord du Mozambique, d'un besoin de stabilité dans cette zone, qui symbolise aussi cette question de désordre, puisque Juliane l'a rappelé, il y a eu précédemment le déploiement de mercenaires sud-africains, mais également de Wagner, les mercenaires russes. Et donc la SADC est intervenue en décalé. La décision a été prise finalement en juillet, au moment où il y avait des émeutes en Afrique du Sud liées à la question de l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma, qui ont provoqué tout de même la mort de plus de 300 personnes et forcé également le président sud-africain actuel, Ramaphosa, à déployer une partie de ses troupes en Afrique du Sud et qui a par défaut aussi décalé le déploiement complet de la SADC au nord du Mozambique. Donc on a eu depuis, vous avez 8 pays de la zone qui contribuent à 1000 soldats à peu près, dont 300 soldats du Botswana par exemple, et vous avez l'équivalent de 2000 soldats rwandais par ailleurs. Donc ce qui montre qu'on est dans la zone SADC, mais vous avez 2000 soldats, 2 tiers pour le Rwanda et 1 tiers pour le reste de la région. Ce qui pose aussi la question maintenant, en 2012-2013, la SADC est intervenue en ciblant le M23 au Congo. On peut s'interroger aujourd'hui sur un scénario, on peut imaginer que le scénario de 2012-2013 ne pourrait plus se reproduire, le Rwanda ayant une capacité, si jamais le Rwanda à nouveau soutient le M23, que le Rwanda puisse avoir cette capacité de négociation, une nuisance potentielle par rapport à l'Afrique australe. Vous avez eu aussi plusieurs médiations officielles au Zimbabwe. Thibaut, je vais te demander d'accélérer pour venir à la... 3 minutes, ouais. Et puis, du coup, donc, vous avez toute une série, merci Thierry, ouais. Vous avez plusieurs interventions de médiation dans plusieurs zones. C'était les deux celles sur lesquelles je voulais insister le plus. Et puis, vous avez eu, du coup, je passe sur la MONUSCO. Je voulais rapidement vous montrer la question des rivalités des souverainetés internationales, pour vous montrer qu'on est dans une zone où il y a plusieurs organisations régionales et à chaque fois la SADC essaye d'abord de s'occuper de ces problèmes, comme je vous l'évoquais. Elle joue par ailleurs un rôle de coordination. Vous avez plusieurs membres de la SADC qui sont au Conseil de paix et de sécurité de l'organisation de l'Union africaine. Là, vous avez maintenant le Zimbabwe, la Namibie et l'Afrique du Sud qui sont nommés à ce niveau-là. Je voulais aussi vous parler de la perception des crises avec, selon l'ISS, le Mozambique est le point essentiel de conflit, mais pour 2022. Mais par ailleurs, si vous regardez chez Crisis Group, vous voyez qu'il y a en zone grise plusieurs autres pays qui sont concernés.
Et sur un autre think tank qui s'appelle ACLED, là, ce sont tous les pays considérés comme en conflit ou ayant des conflits en Afrique entre 1999 et 2016. Vous voyez que l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe en font partie. Et enfin, Heidelberg, l'Institut d'Heidelberg, qui lui soutient en bleu des relations violentes régulières dans ces zones de la zone. Alors, je vais, en termes de bilan, ce qui est important de retenir, c'est qu'au niveau des critères d'intervention, il y a une capacité de déstabilisation qui est prise en compte par les chefs d'État. Donc, on voyait tout à l'heure, Bilal évoquer les Dahalo. Les Dahalo, par exemple, ne menacent pas le pouvoir central à Madagascar. Donc, ça n'a jamais été discuté au niveau de la SADC pour une question d'intervention. En revanche, la question de la déstabilisation sur des élections, sur des émeutes dans les capitales qui peuvent provoquer un départ du chef de l'État, là, à ce moment-là, il y a prise en compte par la SADC. Donc, le poids du pays, du chef politique ou du parti au pouvoir est aussi pris en compte. Robert Mugabe n'a pas été traité de la même manière que les dirigeants de Madagascar par rapport à son poids historique et symbolique. Question de la crédibilité internationale, le Mozambique, il paraissait impossible que la SADC n'intervienne pas après ce qui s'est passé l'an passé ou en 2012 après la prise de Goma par le M23. Donc le poids prépondérant des chefs d'État qui pèse énormément après aussi dans la manière dont on va proposer une sortie de crise pour sauver la face du chef d'État qui est un collègue qui s'assoit autour de la table avec soi pour ceux qui prennent les décisions. Toujours cette rivalité en termes de souveraineté nationale et régionale. La SADC proposait avant surtout des solutions par les élections et des négociations pacifiques. Il y a de plus en plus maintenant une entrée dans les problèmes locaux avec des propositions de réforme constitutionnelle ou de réforme du secteur de sécurité. La question de souveraineté régionale internationale, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, je ne reviens pas dessus. Pour les moyens, pardon, la SADC a des moyens limités, mais ils ne sont pas nuls. En termes de pragmatisme aussi, elle finit toujours par faire des accords avec les organisations régionales qui veulent s'impliquer ou internationales, comme l'Union africaine ou l'ONU. L'Union africaine, par exemple, est co-garante de l'accord de paix avec la Renamo au Mozambique, par exemple, l'accord qui a été signé il y a quelques années récemment, mais pour illustrer la limite des moyens, lorsqu'il y a eu la question de la piraterie au large des côtes somaliennes qui finissait par toucher et concerner même la Tanzanie ou les Seychelles, la SADC n'a qu'une seule marine digne de ce nom, c'est l'Afrique du Sud, et ce n'est pas du tout elle qui s'est occupée de gérer cette crise, ce sont avant tout les Européens. En termes je voulais souligner le pragmatisme et l'adaptation de l'organisation, hein, qui à chaque crise finit par développer de nouveaux outils, prenant conscience des limites des précédents. L'efficacité peut être qualifiée de relative, mais ces efforts sont constants et réels, et vous avez maintenant désormais le recours aux troupes qui devient de plus en plus fréquent lorsqu'il y a un besoin de stabilisation puis de réforme nationale. Enfin, et pour conclure, sur la question des défis, et répondre aussi à la question de l'après-midi, il y a la nouveauté, c'est le retour de la violence importante dans les zones géographiques périphériques. Le Mozambique, ce n'est pas nouveau cette violence, mais sa dimension et son intensité a provoqué aussi une crise importante et régionale. On parle d'une zone maintenant, le Cabo Delgado, qui est au niveau du Malawi, et la région elle-même est aussi grande que le pays entier du Malawi. Et ça a vraiment provoqué une peur dans toute la région l'an passé. La question de l'apparition du djihadisme, hein, il y avait vraiment un déni dans la zone lorsqu'on évoquait ces questions-là il y a quelques années. Les autorités nationales et régionales nous disaient qu'il n'y avait pas de ces problèmes-là en Afrique australe, et désormais c'est normal et classique de parler du Mozambique quand on parle du djihadisme. Question du social dur, hein, ce n'est pas nouveau, mais c'est l'intensité et la fréquence en Afrique du Sud, au Botswana, de plus en plus Zimbabwe, avec des manifestations qui tournent parfois aux émeutes, hein, les 300 morts en Afrique du Sud l'an dernier. La question identitaire aussi, sur la question notamment ethnique, la question des Zoulous, des violences xénophobes en Afrique du Sud deviennent des questions qui deviennent de plus en plus fréquentes, même si à nouveau elles ne sont pas apparues il y a 5 ans. Question de la jeunesse et des born free, là ça remet en cause la question de la crédibilité, légitimité des partis au pouvoir, dont maintenant une majorité d'électeurs n'ont pas connu ces mouvements à l'époque de la guérilla, mais les voient comme souvent des partis qui ne les représentent plus, des partis parfois has-been, des partis qui sont devenus représentants du système plus que des solutions, hein. En Afrique du Sud, vous avez
à peu près un électeur sur deux. Je crois qu'il va falloir que je t'arrête si tu ne t'arrêtes pas toi-même. Et du coup, de parler de l'affaiblissement de l'État et politique. Et puis, j'arrête là pour laisser du coup la possibilité de répondre aux questions pour le reste de la session. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et sans transition, je passe la parole à Madame Petrig pour aller au Cameroun en zone anglophone. Bonjour à tous. Effectivement, on va se déplacer un peu plus vers l'ouest de l'Afrique centrale, vers le Cameroun anglophone. Donc, je crains que l'analyse du conflit du Cameroun anglophone ne va pas davantage contribuer à nous éclairer sur une architecture de sécurité qui serait efficace et coordonnée. Depuis les manifestations non violentes des professeurs et avocats de 2016, qui ont été gérées par la répression et l'enlisement du conflit dans la région, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est à peu près 20% de la population et une des régions les plus productrices, livrée depuis 2017 donc à la violence, au pillage, à la destruction des infrastructures et du tissu social. Aucune initiative n'a permis de convaincre les parties au conflit de résoudre cette question. L'effritement et la criminalisation des groupes armés est consommée. De nouvelles formes de violence apparaissent. Depuis 2021, on observe une baisse relative des morts civiles et une recrudescence des morts militaires parce que les Ambazoniens maîtrisent de façon de plus en plus préoccupante les assassinats ciblés, notamment avec des IED actionnés par des téléphones portables, par exemple. Et donc, ils ciblent essentiellement les forces de sécurité, mais aussi des officiels, des gouverneurs, les maires et évidemment l'éducation. Donc, si l'on décompte plus d'écoles ouvertes qu'au cours des 2 dernières années, on a tout de même 60% des écoles primaires qui sont toujours fermées et seulement 9% des élèves déplacés dans le NOSO qui sont scolarisés. Il y a en effet plus de 700 000 déplacés à l'heure actuelle, dont 210 000 enfants en âge d'être scolarisés qui sont déplacés à l'intérieur du NOSO, avec moins de 20 000 d'entre eux qui sont scolarisés. En dépit de l'échec de l'option militaire, celle-ci est poursuivie par Yaoundé pour la 5e année. Et les différentes tentatives de médiation n'ont pas fait de percée notable. Alors, je vais revenir sur les tentatives de résolution tant internes qu'internationales. Alors, sur le plan interne, on en a 3 essentiellement. La conférence anglophone, donc dans la suite des 2 conférences de 93-94, en 2018, le cardinal Toumi, une personnalité respectée du monde anglophone, relance l'idée, mais la conférence n'est jamais autorisée. C'est un échec pour les partisans du fédéralisme qui sont très nombreux au début au sein de l'intelligentsia anglophone. C'est-à-dire, c'est un retour à la formule de 1961 quand le Cameroun était une fédération qui a été vidée de son sens par le premier président Ahidjo et puis définitivement annulée par le 2e président Biya, toujours au pouvoir depuis 40 ans. Depuis, le cardinal est décédé et l'initiative a été oubliée. Le 2e dialogue, si on peut dire, c'est le grand dialogue national qui a été organisé en octobre 2019 pour répondre à des pressions internationales, mais dont tout le monde s'accorde à penser que c'était plutôt d'ordre cosmétique et personne n'en attendait grand-chose. Les séparatistes n'étaient pas présents. Le seul impact, c'est que des conseils locaux ont été créés, mais sur le terrain, ça ne change pas grand-chose, essentiellement parce que tant que les gouverneurs et les préfets ont le poids qu'ils ont, les conseils locaux n'auront pas un grand rôle. Et ça rappelle d'ailleurs au temps justement du fédéralisme, le poids de l'inspecteur général qui donc était plus important puisqu'en ligne directe avec le président que les élus anglophones. Donc, ce dialogue n'a pas abouti à grand-chose sur le terrain. Et troisièmement, il y a eu des tentatives de négociation secrètes encouragées par les religieux entre le Premier ministre et Ayouk Tabé, qui était donc le
président ambazonien au tout début de ce conflit, lorsque l'Ambazonie a proclamé son indépendance. On se souviendra qu'il s'était enfui au Nigeria avec d'autres leaders et ils ont été arrêtés, extradés et il est en prison depuis. Mais donc, il y avait une tentative pour commencer un dialogue, mais les partisans de la ligne dure ont fait fuiter cette information, partisans de la ligne dure au sein du gouvernement. Le Premier ministre, qui était l'interlocuteur principal de l'ensemble de ces initiatives, en a été marginalisé et décrédibilisé. Ces différentes tentatives de dialogue n'ont guère reçu de soutien de la communauté internationale, à part un soutien poli, mais sans conviction pour le grand dialogue national. En réalité, chaque fois qu'une tentative de dialogue se fait jour, elle est immédiatement décrédibilisée par un massacre, une fuite ou un scandale. Le dialogue politique est complètement confisqué et saboté par les élites politiques et militaires qui profitent du conflit. Les anglophones qui acceptent de négocier ou de ne pas attaquer les écoles, par exemple, sont immédiatement marginalisés. Il y a une sorte de prime à l'extrémisme des deux côtés. Les anglophones non séparatistes n'ont pas voix au chapitre. On se souvient que le mot fédéralisme était interdit lors du grand dialogue national. Les groupes armés qui ont accepté de respecter le cessez-le-feu Covid du secrétaire général des Nations Unies en 2020 ont été décrédibilisés tant par le gouvernement que les autres groupes armés et n'ont pas reçu le soutien escompté de la communauté internationale. La seule chose que la communauté internationale a réussi à faire est de créer un certain espace humanitaire. Alors, au niveau international, justement, on a quelques initiatives, et notamment celle de la Suisse et des religieux, notamment l'archevêque de Canterbury, de Sant'Egidio. Donc, pour les religieux, l'archevêque de Canterbury, qui est très actif dans les pays anglophones, mais ses tentatives de médiation n'ont pour le moment pas percé. Sa visite de 2019 avec l'ancien président du Nigeria, Obasanjo, a tourné court lorsqu'ils ont dû descendre de l'avion, avant même que celui-ci ne décolle. Donc, pour le moment, c'est une tentative qui n'a pas abouti. Une autre tentative religieuse, c'est la communauté de Sant'Egidio, qui était disposée à faire une offre de service avant même que ne débute l'initiative suisse. Ils se sont entretenus directement avec le président Biya. Ils ont estimé que ce dernier n'a pas à ce jour la volonté politique de résoudre le conflit par la négociation. Voilà, donc l'offre n'est pas, je pense qu'elle serait toujours présente si la volonté politique se manifestait. On a ensuite l'offre de la Suisse, qui est l'offre la plus sérieuse. Elle est bien conçue, avec des moyens importants, politiques, diplomatiques et humanitaires, avec le département des affaires étrangères qui intervient auprès des autorités camerounaises via un médiateur et l'ambassadeur suisse au Cameroun. En parallèle, ils ont actionné Swiss Peace pour le volet de la société civile et le Centre pour le dialogue humanitaire pour organiser la participation des groupes armés. Le président Biya a formellement donné son accord et son soutien à la Suisse, à la condition que les négociations se fassent dans la discrétion. En réalité, cette offre est entrée dans sa 4e année et elle végète. Et si les Suisses ne baissent pas les bras, peu d'interlocuteurs nationaux ou internationaux y croient. Sur le terrain, l'option militaire est poursuivie avec peut-être l'illusion entretenue par certains militaires qu'il sera plus aisé de négocier avec les Ambazoniens après leur reddition, qui est toujours illusoire. Il y a aussi une autre initiative qui n'en est pas vraiment une. Je veux parler du dialogue entre les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays sur cette question. Donc, ils s'entretiennent régulièrement et l'objectif principal est le partage d'informations. Au sein de ce groupe qui n'a pas entrepris de démarche vis-à-vis des belligérants, il y a un petit groupe de pays qui sont plus impliqués. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse ou le Canada qui cofinance l'initiative suisse. Alors pourquoi rien de tout cela n'a encore abouti? Les deux types d'offres, notamment les religieux et la Suisse, sont discrètes, viennent de tierces parties réputées et solides, elles ont des fonds propres et la durée pour elles. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas prospéré? Sur le plan interne, il y a d'abord peu de soutien.
Il y a un manque de volonté politique. William Zartman avait forgé dans le contexte des conflits de l'après-guerre froide en Afrique le concept de « ripe for resolution ». Et on se demande quel niveau de perte en termes d'hommes, de moyens, de réputation, d'hypothèques sur l'avenir les autorités camerounaises sont prêtes à assumer avant de reconnaître l'échec de l'option militaire et la nécessité d'envisager une solution négociée. C'est la grande question. Les seuls qui sont ripe for resolution, donc mûrs pour le dialogue et la solution négociée, c'est la population, qui a perdu espoir, qui est totalement épuisée et pourrait accepter un règlement bien en deçà des aspirations initiales. D'ailleurs, quelques 380 000 personnes déplacées sont retournées cette année, non pas parce que la situation s'est améliorée dans le Nozo, mais parce que les conditions d'accueil à Douala, Bafoussam, Yaoundé ou encore au Nigeria sont très précaires et qu'une génération entière est en train de grandir, entassée dans les banlieues des grandes villes camerounaises, et c'est un comble scolarisé en français. L'autre obstacle, en fait, à une solution négociée, évidemment, c'est les intérêts, le marché de la sécurité, des ventes d'armes, mais aussi le positionnement pour l'après-BIA. Il faut dire aussi que les groupes armés n'ont pas su saisir les maigres chances offertes par ces initiatives, car à part nos SOCADEF, ils ne disposent ni de la culture ni de la volonté nécessaire. Par ailleurs, tous les leaders sont en exil, et pour cause. Et on sait, comme dans d'autres rébellions dans le monde, lorsque les leaders sont en exil, ils peuvent être plus radicaux et plus jusqu'au boutiste, puisqu'ils ne payent pas le prix du conflit. Par ailleurs, et alors que ce conflit est bien plus meurtrier que celui de Boko Haram dans le nord du pays, les tentatives de résolution ne suscitent guère d'engouement international pour un certain nombre de raisons ici aussi. Donc, sur le plan international, la première chose, c'est que le gouvernement a remporté rapidement la victoire de la guerre de l'information, en minimisant ce qui se passe dans les régions anglophones et en présentant cela comme un problème de criminalité et non de soulèvement d'un peuple qui aspirerait à une plus grande autonomie. Et pour paraphraser Bilal Tarbé, qui était là plus tôt dans cet après-midi et qui citait Kapuscinski, le Cameroun anglophone est un de ces lieux loin des projecteurs. Tant que la jonction avec le Biafra n'intéresse pas les séparatistes anglophones, la communauté internationale et les Britanniques notamment ne se mobilisera pas sérieusement pour la paix au Cameroun. On a vu que dans le cas de la péninsule du Bakassi, là, il y avait une réelle implication, parce que déjà, c'était un conflit frontalier qui avait été porté devant la CIJ. Les Nations Unies avaient agi avec la Cour internationale de justice, avec une commission mixte, avec le représentant spécial du secrétaire général, etc. Dans cette crise interne du conflit anglophone, le rôle politique des Nations Unies a été plus que limité. Le volet humanitaire est le plus crédible en réalité, malgré les difficultés qu'il rencontre, mais il ne contribue pas à changer la donne, même s'il apporte un peu plus de sécurité dans le sud-ouest notamment, qui est plus accessible. Les intérêts miniers, enfin portuaires, pétroliers des autres États qui auraient pu soutenir l'initiative suisse, mais qui se placent plutôt en concurrent. La non-ingérence aussi dans un conflit interne, cher aux Camerounais, qui ont d'ailleurs choisi de ne pas voter lors du vote à l'Assemblée générale des Nations unies sur les 2 résolutions sur l'Ukraine. Cette position donc, de non-ingérence qui est fortement soutenue par la Chine et la Russie. Chaque fois que des pays veulent porter l'affaire camerounaise aux Nations unies, ces 2 pays font obstacle. L'obstacle le plus important en réalité, c'est l'absence d'une coalition régionale qui pourrait faire pression de manière crédible. On se souviendra que la CEDEAO, au moyen de pression diplomatique et militaire, avait permis le départ de Jammeh en 2017 sans que la Gambie ne bascule dans la violence. À l'époque, ce qui avait contribué à ce succès, c'était d'abord que la CEDEAO s'était prévalue de la charte de la démocratie, des élections, de la gouvernance de l'Union africaine. Ensuite, cette initiative était portée par des acteurs légitimes et qui jouissaient d'un grand crédit, puisqu'il y avait Buhari qui venait d'arriver en poste avec une élection démocratique, la première fois qu'un président sortant était battu depuis le régime militaire qui a pris fin en 1999.
avec Sirleaf qui était la première chef d'un gouvernement élu démocratiquement au Libéria et lauréate du prix Nobel de la paix, ou encore avec Dramani Mahama qui faisait partie de cette équipe diplomatique et qui avait cédé le pouvoir à son successeur, Akufo-Addo, avant même que les électeurs ne se rendent aux urnes. Donc, dans ces conditions, l'ONU, en vertu du principe de subsidiarité, avait soutenu cette initiative de la CEDEAO et avait même autorisé l'intervention du Sénégal au nom de la CEDEAO. Le volet politique de la CEAC, en dépit de la réforme, est encore plus faible que le mécanisme de la CEDEAO pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest ou de l'IGAD pour ce qui est de l'Afrique de l'Est. Donc, en conclusion, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un groupe d'États, si possible de la sous-région, qui aide le voisin camerounais à résoudre cette situation. Le conflit se poursuit malgré la faible probabilité d'une victoire militaire et son coût élevé en vie humaine. La question de la succession de Biya et les débats sur les coups d'État et leur impact sur les alliances des États d'Afrique de l'Ouest et centrale renforcent les partisans de la stabilité, malgré les défis posés par cette guerre meurtrière. Tant que l'on n'aura pas trouvé un parrain crédible, capable de convaincre toutes les parties, autorités séparatistes et anglophones non séparatistes, j'insiste parce qu'on présente souvent ça comme gouvernement et séparatiste, mais il y a d'autres options et d'autres anglophones. Donc, tant qu'on n'aura pas un parrain crédible qui arrive à les convaincre tous qu'ils ont intérêt à négocier et que leurs intérêts seront préservés, comme par exemple la Malaisie avait su le faire dans le cas de Mindanao, dans une autre région qui est très, très attachée à son indépendance et à la non-ingérence, et qui avait notamment donné des garanties à l'État. C'est bon ? Il faut que je termine. Je termine. C'est la dernière phrase. Donc, tant qu'on n'aura pas un médiateur capable de faire cette offre en l'absence de véritable poids des institutions de la sous-région, et d'obtenir un soutien un peu plus clair des autres pays, eh bien, cette médiation se fait toujours attendre. Voilà. Merci beaucoup. Et pour des raisons de temps, nous allons passer immédiatement aux questions. On va commencer par les questions de la salle et on a aussi quelques questions dans le chat. Est-ce que ça suscite d'abord des questions dans la salle ? Une fois, 2 fois, 3 fois. Attention, je vais passer au chat. Alors, dans ce cas, je vais passer directement aux questions dans le chat. Une première question pour l'actualité congolaise, qui concerne l'actualité congolaise. Les relations entre le Rwanda et la RDC semblent de plus en plus tendues, surtout avec le M23. Donc, pensez-vous qu'une intervention du Rwanda, de l'Ouganda et de la RDC est nécessaire pour venir à bout des groupes armés dans l'est de la RDC? Je vais poser une autre question qui vient aussi dans le même, qui concerne le même pays, comme ça tu pourras aussi suivre. Est-ce qu'il s'agit, alors on parle des élections qui sont prévues en 2023 en RDC, est-ce qu'on peut penser qu'il va s'agir d'un processus démocratique et peut-on s'attendre à l'élection d'un nouveau président l'année prochaine en RDC? On va commencer par ça. Merci Thierry et merci à ceux qui ont posé ces questions. Alors, à propos du M23, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le M23 fasse parler de lui, le président Tshisekedi voulait faire appel à la police rwandaise pour l'aider à maintenir l'ordre dans le Nord Kivu, en particulier à Goma. Ce qui a été très, très, très mal reçu par la population. Et ça, c'était il y a 1 mois et demi à peu près, et qui a été rejeté immédiatement. L'année d'avant, il y a eu une proposition pour qu'il y ait une intervention au Rwanda, Ouganda, RDC, et il y avait même eu en 2018 aussi, ça avait été évoqué. Ça aussi, ça a été rejeté immédiatement par la population. Donc, de toute façon, une intervention militaire rwandaise pour mettre fin au groupe armé dans l'est de la RDC, en particulier contre le M23, c'est
pas vraiment envisageable. La FIB à l'heure actuelle a été revue, recomposée pour intégrer un peu plus de la communauté d'Afrique de l'Est avec le Kenya, ce qui fait qu'on a un status quo et la FIB est censée s'opposer au M23. Alors peut-être qu'elle va essayer de le contenir, ça je ne peux pas... Voilà. Et ensuite, il ne faut pas oublier quand même que le Rwanda et l'Ouganda sont à couteau tiré. Ils se sont rapprochés il y a quelques mois, mais jusqu'à il y a quelques mois, ils avaient fermé leurs frontières et s'expulsaient régulièrement des populations. Donc, une intervention Rwanda, Ouganda, RDC pour mettre fin au groupe armé dans l'est de la RDC, je ne pense pas que ça soit possible en l'état. Et pour les élections, alors... On est en fait dans un moment où il y a une très grande frayeur au Congo, qui est que on est à la fois une combinaison des élections de 2018 et de celles de 2011, c'est-à-dire que le président décide de repousser d'au moins 1 voire 2 ans, faire glisser le calendrier électoral de 1 ou 2 ans parce que, comme il a dû composer avec l'ancien président et les soutiens de l'ancien président pendant 2 ans, certains de ses partisans considèrent qu'il n'est au pouvoir que depuis 2020, en fait. Et ensuite, pour l'instant, il y a un très gros débat qui est assez, je dirais, cocasse. C'est qu'il y a les kabylistes accusent l'actuel président de politiser la commission électorale indépendante, nationale indépendante, tout comme eux l'avaient fait dans leur temps. Donc, des élections comme en 2006, j'en doute. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question qui concerne la Centrafrique et sur les conséquences d'un départ éventuel ou d'une réduction éventuelle des troupes de Wagner qui seraient amenées à aller sur le théâtre ukrainien. Et la question porte sur les conséquences que ça pourrait avoir. Est-ce que ça pourrait conduire à une nouvelle déstabilisation de la RCA ou plutôt vers un retour de la MINUSCA dans le paysage? Enrica? Oui, merci Thierry et merci pour cette question. La crise ukrainienne va sûrement avoir des effets en Centrafrique. Moi, les plus évidents que je vois, ce seront les effets sur les prix et l'approvisionnement, en sachant que la Centrafrique est dépendante 100% des imports, des approvisionnements externes, notamment du Cameroun. Au-delà de ça, les mouvements des troupes Wagner ont été un peu dans l'actualité depuis le Mali, depuis le début de l'intervention russe au Mali. Il y avait beaucoup de rumeurs qui parlaient de redéploiement de toutes les troupes centrafricaines au Mali. Il y a eu effectivement certains mouvements, mais surtout de certains instructeurs ou autres gradés qui allaient un peu mettre en place la mission au Mali. Mais ça n'a pas créé une déstabilisation, un changement de contexte sécuritaire en Centrafrique. La même chose, je crois que la même chose, ce sera le même scénario pour l'Ukraine. Il y a eu effectivement dans la dernière semaine des mouvements de troupes que les Russes ont annoncés comme rotation. Cela dit, c'est difficile à dire où ces troupes sont parties parce que c'est aussi difficile de contrôler le mouvement des troupes de Wagner en Centrafrique, comme ils ont des pistes d'avions et des moyens de sortir et rentrer dans les pays sans être contrôlés, en étant complètement hors du radar. Cela dit, je ne crois pas que ça implique un départ de toutes les forces de Wagner du pays pour 2 raisons. La première raison, c'est que la Russie, si encore il y aura une Russie après cette guerre, ça c'est une autre question, mais la Russie a fait de la Centrafrique un peu son cas d'étude et aussi son moyen de propagande pour toute son intervention en Afrique et sa politique africaine. Donc la Centrafrique continue à lui servir pour ça. Et la deuxième raison, c'est que les mercenaires de Wagner sont déjà bien implantés dans les pays. Ils ont commencé l'exploitation de la mine d'Indasima, ils sont encore sur les douanes et sur l'exploitation forestière.
Donc, ça, de toute façon, ne va pas se terminer très probablement avec la guerre en Ukraine. Et pour ce qui concerne la MINUSCA, les pas que la MINUSCA devrait faire devraient être indépendants de la présence de Wagner, parce que maintenant, le pays a besoin de stabilisation et il faut se rappeler qu'il y a 17 000 casques bleus entre militaires et policiers qui sont là pour ça. Donc, la réticence de la MINUSCA à faire ça, due aussi aux mauvaises relations au gouvernement, pourrait changer aussi pour un autre facteur externe, pour le fait que les prochains chefs de la MINUSCA, la prochaine chef de la MINUSCA sera une Rwandaise. Et ça, c'est un peu les derniers pas de l'engagement progressif du Rwanda dans la crise centrafricaine ou en Centrafrique en général, avec les soldats déployés pendant les élections, mais aussi avec un accord de défense et des accords commerciaux importants avec les pays. Donc, peut-être il y aura un changement aussi au niveau des proactivités et des présences de la MINUSCA sur le terrain. Merci beaucoup, Enrica. Moussa, tu as une question? Oui, Thierry, justement, j'ai une question à l'endroit de Cynthia par rapport à sa présentation de tout à l'heure. Oui, vas-y, on t'écoute, Moussa. Oui, Thierry, tout à l'heure, dans la présentation de Cynthia, j'ai eu à comprendre qu'elle présente les difficultés du Cameroun, ou bien du moins la réticence de l'État du Cameroun dans l'organisation d'une conférence de résolution de cette crise, de résolution politique de cette crise. La question que je veux poser à Cynthia, c'est celle de savoir si aujourd'hui, au regard de la tournure de la question, parce que la crise anglophone aujourd'hui est en train de prendre la même tournure que celle de Boko Haram. Parce que beaucoup de bandits qui opéraient dans les métropoles comme Yaoundé, comme Douala, comme Bamenda, ont vu en l'éclatement de cette crise l'opportunité de rentrer et d'opérer. Et si aujourd'hui, l'État du Cameroun voudrait tant bien même organiser une médiation politique, un dialogue politique pour la médiation de cette crise. La question que je veux poser à Cynthia, c'est celle de savoir, est-ce qu'il dispose vraiment d'un interlocuteur sérieux? Parce qu'on a l'impression que même ces leaders qui sont en exil ne semblent plus avoir le contrôle de ces groupes qui opèrent dans le Nord-Ouest. Merci. Oui, merci beaucoup pour Merci beaucoup pour cette question qui est double, en effet. L'une, c'est effectivement l'espèce de prophétie autoréalisée. On appelait les Ambazoniens des criminels et des bandits, et puis au bout de 5 ans, ça commence à devenir une réalité. Et en général, c'est la détérioration de plein de choses dans le Cameroun anglophone, hein, des enfants, des naissances qui ne sont pas enregistrées, des décès qui ne sont pas enregistrés, etc. Enfin, il n'y a pas que la criminalisation, il y a plus ce conflit dure, plus la situation est en train de se détériorer à tous les niveaux. Maintenant, sur les anglophones qui pourraient négocier, alors tous les initiateurs de ces médiations que j'ai évoquées m'ont répondu qu'ils pourraient trouver des interlocuteurs côté anglophone. Donc, la réponse, c'est qu'il y a des interlocuteurs côté anglophone. Alors, c'est vrai qu'au fil des années, le commandement de ces chefs ambazoniens sur le terrain s'est distendu, mais l'influence est toujours là. Il y a toujours une influence, et à tel point que même aujourd'hui, on peut résoudre beaucoup de problèmes encore quand il y a des kidnappings, etc., qui se font même par des groupuscules, parce que tout s'est éclaté sur le terrain, il y a tellement de groupuscules. Et même au niveau ambazonien, il y avait au départ IG, Interim Government, donc le gouvernement intérimaire. Maintenant, il y en a 3, sans compter le groupe de Aya Bacho et de Ebenezer Akwanga, qui, eux, au départ aussi, étaient une scission de IG. Donc, effectivement, c'est un mouvement de plus en plus morcelé, mais il y a quand même 3, 4, 5 grands leaders que beaucoup de gens seraient prêts à suivre, et notamment le
président emprisonné, donc Ayoub Tabé, qui, envers et contre tout, aurait toujours quand même beaucoup de crédit, d'autant plus que la population est vraiment, comme je le disais, à bout de souffle et serait prête à s'engager derrière une solution. Donc, en réponse, oui, il y a toujours des leaders anglophones qui seraient crédibles et que les médiateurs suisses, religieux ou autres pensent pouvoir engager dans une négociation. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait d'autres questions, on va conclure cette conférence et j'appellerai Alain Antil pour dire les derniers mots. Mais moi, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui est maintenant très clair quand on regarde le paysage sécuritaire, ces problèmes de résolution des conflits, c'est que quand il y a des forces multilatérales qui sont inefficaces, ce qui commence à devenir une habitude avec les missions de maintien de la paix, eh bien, on y ajoute des forces bilatérales. On le voit, ça a été le choix du gouvernement centrafricain avec Wagner, fait venir Wagner parce que la MINUSCA ne contrôlait pas la situation. Et ça a été le cas avec la FIB en 2012 dans sa configuration initiale où on a, je me rappelle, les discussions de la SADC qui voulait envoyer sa propre force en plus de la MONUSCO. Et donc, ils ont trouvé un arrangement et un compromis pour qu'il n'y ait pas deux forces concurrentes de maintien de la paix dans l'Est du Congo en faisant rentrer la FIB dans la MONUSCO. Mais initialement, la SADC voulait envoyer sa propre force là-bas. Et on le voit maintenant au Cabo Delgado, où on a à la fois donc une force de la SADC et puis une force bilatérale rwandaise qui, d'après les rumeurs qu'on entend, serait plus efficace et en tout cas beaucoup plus opérationnelle que la SADC. Donc il faut quand même comprendre cette évolution qui me paraît très importante, qui est que progressivement, les opérations de maintien de la paix multilatérales, qu'elles soient sous mandat onusien ou même sous un mandat régional, sont considérées comme inefficaces et étant inefficaces, on leur adjoint d'autres opérations qui peuvent marcher sur le moment et être plus opérationnelles et avoir un effet sur le terrain, mais qui sont également porteuses, elles, de leurs propres problèmes. Et vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de ces problèmes. Et on va voir, je pense que c'est très intéressant maintenant la résurgence du M23, parce que toute la question qui se pose dans l'Est du Congo, c'est en effet, est-ce que la FIB peut reprendre sa configuration de 2012 et revenir à une opération offensive pour contenir le M23, ou sinon, maintenant, qui va faire une opération de sécuritaire de compensation face au M23 si celui-ci se montre agressif? Quel partenaire va jaillir de la boîte? S'il y en a un qui va jaillir de la boîte, peut-être qu'il n'y en aura pas, si le M23 continue à pousser son avantage dans l'Est du Congo. Donc, je pense que la situation dans l'Est du Congo va être très intéressante de ce point de vue-là dans les semaines qui viennent. Je pense qu'il faut aussi regarder la façon dont les choses vont se passer dans le Cabo Delgado entre la force rwandaise et puis la force SADC. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus et j'appelle Alain Antil pour les derniers mots de cette conférence. Merci beaucoup. Merci à tous les participants, les intervenants. Merci beaucoup Thierry, merci aux intervenants des deux panels. Comme vous avez pu le constater, malheureusement dans cette zone d'Afrique australe et surtout centrale, les zones touchées par l'insécurité n'ont pas régressé ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je remercie aussi le public de s'être déplacé, puis ceux qui étaient à distance. Je vous rappelle que cet après-midi était organisé dans le cadre d'un observatoire que nous menons conjointement avec la DGRIS, que nous remercions d'avoir rendu possible cet événement et aussi cet observatoire dont vous pouvez retrouver les travaux sur le site de l'IFRI. Sur le site de l'IFRI, vous allez dans Recherche, vous allez dans Afrique subsaharienne et vous allez trouver toutes nos publications. Et il y a un onglet qui est réservé à l'Observatoire où vous pourrez retrouver les travaux de ces 6 dernières années, c'est-à-dire à peu près 70 papiers. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt à l'IFRI en ligne ou dans les locaux. Au revoir. Merci.
sans oublier l'équipe technique qui est discrète dans son coin, mais sans laquelle on n'aurait rien pu faire.